directement le cours. Hein. Il reste 2-3 minutes, je vais commencer mon cours. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Bon, commençons le cours. Je ne vois pas le cours. Bon, ok. Bon. Ah, c'est pas facile. Hein. J'arrive pas à faire défiler mon diapo. Non, très bien. J'arrive à défiler mon diapo. Voilà, très bien. Pouf. Hein? Ah, j'arrive pas à défiler mon truc. Pas possible. Voilà. Non, je dois remonter. Moi, je dois redescendre. Je remonte. C'est bon? Là, le diaporama. Ok. Voilà, très bien. Et avec le curseur là, je descends. Voilà, très bien. Ok. Bon, on va commencer par l'introduction. Alors, les quinquina, sont des arbres. Ah, très bien. À chaque fois, je dois admettre. Très bien. Alors, les quinquinas sont des arbres originaires de la cordillère des Andes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cordillère des Andes? C'est des montagnes, c'est une chaîne de montagnes qui se trouve en Amérique du Sud. Hein, dans ce cas-là, ils sont originaires de cette chaîne de montagnes qui se trouve en Amérique du Sud et appartiennent à la famille des Rubiacées. Leurs écorces contiennent des alcaloïdes quinoléiques, hein, type quinoléique. J'espère que vous vous souvenez de tous les types des alcaloïdes. Hein. Alors ici, c'est le type quinoléique. On va voir la structure tout à l'heure. Utilisés pour leurs propriétés toniques, fébréfuges, antimalariques et antiarythmiques. Parmi les différentes espèces utilisées, seul le quinquina rouge est officinal. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs espèces qui sont utilisées, hein, mais seulement le quinquina rouge est officinal. Voilà, maintenant passons à l'étude de la plante. Alors, description. Alors, il existe de nombreuses espèces du genre Cinchona. Alors, il y en a à peu près une quarantaine d'espèces. Ce sont tous des arbustes ou arbres. Alors, comme vous le voyez sur la photo, de 15 à 20 mètres de hauteur. Alors, la description un petit peu botanique. Alors, les feuilles sont opposées, pétiolées, pourvues de deux petites stipules, souvent caduques. Le limbe est entier, coriace, elliptique ou ovale, à nervation peinée.
Les fleurs, alors comme vous voyez sur l'image, en grappe de cyme terminale de type 5, blanche ou rosée. La corolle est tubuleuse, puis évasée en 5 globes. Le calice est pubescent à 5 dents. Le fruit, alors comme vous le voyez à droite, est une petite capsule oblongue, déhiscente, avec des graines petites, ailées et aplaties. Alors, les espèces utilisées, on a le genre Cinchona comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près une 40 espèces, environ 40 espèces. Les principales utilisées, vous avez le quinquina rouge, hein, c'est celui officinal, c'est Cinchona succirubra. Alors, le quinquina jaune, c'est Cinchona calizaya. Le quinquina gris, c'est le Cinchona officinalis. Alors, vous voyez, hein, le nom latin, c'est Cinchona officinalis, mais il n'est pas officinal. Hein. Ce n'est pas l'espèce officinale, c'est son nom latin. Faites attention. C'est une espèce qui est aromatique et utilisée en licoristerie. Alors, licoristerie, ça veut dire c'est pour aromatiser tout ce qui est boisson. On a aussi le quinquina ligeriana, alors Cinchona ligeriana, et c'est une variété de quinquina jaune. Ça, ce sont les espèces qui sont utilisées. Alors, il existe des hybrides, hein, en particulier, c'est le Cinchina hybrida, hein, qui est un croisement entre le Cinchona ligeriana et Cinchona succiribra. Et vous avez aussi également le Cinchona robusta, c'est le croisement entre le Cinchona officinalis et le Cinchona succiribra. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir tout à l'heure que le Cinchona succiribra, il est souvent utilisé comme pied pour les greffons. Alors, passons maintenant un petit peu à la description de la drogue. Alors, la drogue, on utilise les écorces du tronc et des branches. Hein. La source de cette drogue-là, alors, autrefois, la source provenait des quinquinas sauvages et des quinquinas de culture. Alors, en ce moment, alors, seuls les quinquinas de culture sont utilisés, tout simplement parce que les quinquinas sauvages ont été dévastés. Ça veut dire que tellement qu'ils ont été utilisés, hein, qu'il n'y en a plus. Maintenant, on n'utilise que les quinquinas de culture. Alors, les espèces cultivées, on a le quinquina rouge, hein, c'est l'espèce la moins exigeante, hein, et la plus vigoureuse, utilisée surtout comme porte-greffe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, vous avez vu tout à l'heure que pour les hybrides, on utilisait le Cinchona succirubra, hein, pour faire des espèces hybrides. Alors, car ces écorces sont plus
Voilà, admettre. Voilà. Bon, alors, je sais pas, il y a des problèmes, à chaque fois ça se coupe et je dois encore me reconnecter. J'espère que vous m'entendez. Hein? Alors, on continue. Alors, les espèces, comme j'ai dit, cultivées, c'est le quinquina rouge. Hein. C'est l'espèce la moins exigeante et la plus vigoureuse. Alors, elle est utilisée, comme je l'ai dit, comme porte-greffe. C'est pour faire des croisements et aboutir à des hybrides, hein, parce que ces écorces sont peu riches en quinine. On a le quinquina également, l'Idiriana. C'est l'espèce la plus cultivée en raison de sa richesse en alcaloïdes et en quinine. On a le quinquina jaune également et les hybrides qu'on a vus tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne la culture et la récolte, on va voir tout d'abord la culture. Alors, la culture des quinquinas, elle est un peu difficile et nécessite de conditions très strictes. Alors, il faut l'altitude. Hein, c'est à peu près, il faut avoir 1000 à 3000 mètres d'altitude. C'est un facteur très important pour la production des alcaloïdes. Hein, c'est pour avoir un rendement important en alcaloïdes. Il faut une altitude qui est environ entre 1000 à 3000 mètres. Le climat, il faut avoir un climat tropical chaud, une température assez élevée, voisine de 15 à 20 degrés Celsius en moyenne, car les quinquinas ne supportent pas la gelée. Il leur faut également de l'humidité. Hein, l'atmosphère doit être élevée de 74 à 90% et régulière. Les jeunes plantes doivent se développer à l'abri du soleil. Alors, le sol doit être riche en humus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire humus? C'est tout simplement, c'est des matières organiques qui résultent de la décomposition des matières végétales sur le sol. Aussi, il faut qu'un sol soit de type argilo-siliceux. Alors, les fumiers et les engrais verts sont favorables à la croissance des quinquinas. Alors, euh, attendez, je pense qu'il y a. Voilà, la récolte. Alors, la récolte, il faut attendre que les arbres atteignent 7 à 10 mètres, hein, et on procède à un écorçage des arbres. Alors, comme vous le voyez sur la photo, parce qu'on utilise les écorces, hein, alors on détache les écorces en frappant d'abord à l'aide de maillets. Hein, ça veut dire, bon, tout simplement mailler, c'est quelque chose qui est très lourd. Hein, on frappe les écorces pour pouvoir les décoller de l'arbre. Puis on utilise des couteaux d'os ou d'acier inoxydable. Tout simplement, pourquoi on utilise des couteaux d'os ou d'acier inoxydable? C'est en raison de la richesse des quinquinas en tanins. Et comme vous le savez, vous avez fait le cours des tanins, les tanins réagissent avec les métaux lourds. Alors, le séchage doit être au soleil ou à l'air chaud. Alors, comme remarque, alors parce qu'à chaque fois, on écorche on détache plutôt les écorces. Alors, les écorces, en général, se régénèrent partiellement après quelques années et après plusieurs écorçages, les arbres sont arrachés. C'est-à-dire que plusieurs années, on va enlever ces écorces-là pour les utiliser comme drogue et après plusieurs années, les arbres, ils sont, si vous voulez, abattus et on les arrache. Voilà, ils ne servent plus. Alors, les pays maintenant producteurs. Attendez, je pense que j'ai sauté. Non, non, avant. Non, avant. Non, non, avant.
Bon, alors je reprends. Désolée pour les petites coupures. Alors, les caractères maintenant de la drogue, les caractères des écorces. Alors, en ce qui concerne le quinquina rouge, qui est le quinquina officinal, pour les caractères macroscopiques, les écorces sont de forme variable, se présentent en tuyaux enroulés, en ce qui concerne les petites branches et les rameaux, ou en gros fragments aplatis en ce qui concerne les écorces du tronc. Les fragments peuvent atteindre 30 cm de long et 2 à 6 mm d'épaisseur. La surface, elle est grise. J'espère que c'est clair dans la photo que vous voyez. Elle est gris brunâtre ou brun rouge, fissurée, fissurée longitudinalement, alors fréquemment garnie de lichen. Je pense que c'est clair aussi sur la photo. On va voir un petit peu on voit les lichens, c'est des champignons. Voilà. Ça, en ce qui concerne le caractère macroscopique. Alors, la surface interne est brun rougeâtre foncé, l'odeur est faiblement aromatique, la saveur amère et astringente. Alors, pour les caractères microscopiques, dans une coupe transversale, on voit un tubère très développé, formé de cellules à parois minces, mince et un contenu brun rougeâtre, un phéloderme. Voilà, on va continuer. Je ne sais pas, il y a des petits problèmes. À chaque fois, ça se coupe et je dois attendre la reconnexion. Alors, on était dans les caractères microscopiques. Alors, je continue. Alors, il y a un phyloderme qui est réduit. Un parenchyme cortical formé de cellules allongées tangentiellement renferme des petits grains d'amidon, des cellules à sable d'oxalate de calcium, des cellules sécrétrices à gomme et à tanin. Alors, en ce qui concerne le libère, il est formé de cônes libériens étroits et sinueux. Ces cônes sont séparés par des rayons médulaires bi- ou tricériés. Ils renferment des fibres épaisses, sclérifiées, caractéristiques des synconas. Alors, ce sont des fibres, justement, qu'on utilise, c'est des fibres libériennes qu'on utilise pour comme élément de caractérisation du quinquina. Alors, voilà, je continue. Alors, la poudre, elle est de couleur rouge. Les éléments caractéristiques de cette poudre, c'est les fibres libériennes, alors qu'ils sont fusiformes, jaunâtres, peuvent atteindre 1,5 mm. Voilà, je continue.
suis désolée, à cause de ces coupures fréquentes, quand il s'agit de description de trucs, je vais aller rapidement. Alors, on a aussi dans cette poudre-là des fragments de super foncé, des débris de parenchyme à cellules polygonales avec amidon et très petits grains, euh, et de l'oxalate de calcium sous forme de sable et de cellules à tanin. Alors pour les autres quinquina, alors pour le quinquina jaune, l'écorce généralement, il est privé de suaire, il est jaune fave, la cassure est très fibreuse, l'odeur elle est peu aromatique et la saveur est très amère mais peu astringente. La poudre est de couleur jaune en ce qui concerne le quinquina jaune. Le quinquina ligeriana, la variété, c'est une variété de quinquina jaune. Donc l'écorce a des caractères voisins. Pour le quinquina gris, l'écorce est beaucoup plus mince et très enroulée. La surface externe est gris-brun. L'odeur est agréable. La saveur astringente et peu amère. La poudre est de couleur chamois. Hein, ça veut dire jaune clair. Alors, on vient ici à ce qui est le plus important. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'était des descriptions, il n'y avait rien à expliquer. Hein. Là, pour la composition chimique, on a des constituants secondaires, hein, de l'eau, 5 à 10%, des matières minérales, 4 à 5%, de l'amidon, des traces d'huile essentielle, de l'acide organique et de l'acide chimique. Hein, vous voyez sa structure, hein, vous l'avez la structure. Alors, on a également des tanins catéchiques, 3 à 5%, de l'acide quinotanique, alors donnant par oxydation un phlobafène, hein, ou qu'on appelle le rouge de quinquina. Alors, le principe amer de ces quinquinas, hein, ça veut dire ce qui intervient dans l'amertume de la drogue, c'est un glucoside qui est le kinovoside. Ça, c'est les constituants secondaires. Alors, en ce qui concerne les constituants, je pense qu'il y a un diapo avant. Voilà. Les principaux constituants, alors, sont les alcaloïdes dérivés de la quinoline. Voilà. Alors, continuons. Les principes actifs. Bon, alors, on continue. Les principes, comme je disais, les principes actifs constitués par des alcaloïdes. Alors, ce sont des alcaloïdes. La teneur alors, continuons. Comme je disais, les principes actifs sont constitués par des alcaloïdes dont la teneur varie selon les espèces, entre 3 et 15%. Alors, en ce qui concerne le quinquina rouge, c'est à peu près 4,5 à 8,5. Le quinquina jaune, c'est 3 à 7%. Le quinquina gris, c'est 5 à 8%. Et le quinquina ligeriana, c'est le 5 à 14%. Alors, vous voyez que c'est celui qui renferme le plus qui est riche en alcaloïdes. Alors, ces alcaloïdes dérivés de la quinoléine, alors ce sont les principaux, en ce moment ça marche, hein, la ça se coupe encore, ok.
Alors, les alcaloïdes dérivés, comme j'ai dit, de la quinoléine, alors ce sont les principaux alcaloïdes, sont dérivés du noyau sont dérivés du noyau quinoléine, alors celui qui est entouré par en rouge, relié par une fonction alcool secondaire, hein, un noyau kinuclédique, hein, porteur d'une chaîne vénylée. Et on va voir tout à l'heure, pour ce qui concerne les propriétés pharmacologiques, que cet alcool secondaire est très important pour l'activité. Alors, on continue. Alors, à ce groupe appartiennent 4 bases principales réparties en 2 couples stéréoisomères. Alors, quels sont ces couples stéréoisomères? Alors, comme je disais, alors les couples de stéréoisomères, on a quinine et quinidine. Alors, quinine et quinidine sont porteurs d'un groupement méthoxylé en C', en 6', hein, et synconine et synconidine, il n'y a pas de groupement méthoxylé, il y a seulement un hydrogène. Et ça va faire la différence justement entre ces 2 couples de stéréoisomères. Alors, on continue. Alors, leur teneur relative en quinine, voici. En ce qui concerne le quinquina rouge, c'est 30 à 60% à peu près. Le quinquina jaune est supérieur à 50%. Le quinquina gris inférieur ou égal à 50%. Toujours le quinquina ligériana, comme vous le voyez, il est très riche en quinine, c'est supérieur ou égal à 80%. Alors, les alcaloïdes mineurs, alors, ils sont nombreux, hein, mais minoritaires. Hein. Alors, les alcaloïdes mineurs, ils sont très nombreux, mais ils sont minoritaires. Ils existent à l'état de traces dans les écorces officinaux, mais ils sont largement majoritaires dans les feuilles. Alors, exemple, on a la synconamine, hein, qui est un intermédiaire dans la biogénèse des alcaloïdes quinoléiques. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune utilité thérapeutique, hein, ces alcaloïdes mineurs. C'est juste pour remarque. Alors, en ce qui concerne la biogénèse et la localisation, les alcaloïdes s'accumulent dans les écorces, surtout celles de la base du tronc. Dans les tissus, les alcaloïdes sont combinés au tannin et l'acide chimique qu'on a vu tout à l'heure dans les constituants secondaires. On les trouve surtout dans les tissus parenchymateux de la zone corticale, parenchyme cortical et parenchyme libérien. Alors, passons maintenant à l'extraction. Alors, s'effectue à partir d'écorces de diverses synconas, hein, telles que Syncona calizaya et Syncona ligeriana. Hein, c'est surtout la ligeriana qui est très riche en alcaloïdes. Alors, c'est une extraction classique des alcaloïdes. Hein, c'est la drogue pulvérisée. Elle est traitée par de l'ammoniac et un solvant organique apolaire. Hein. On va obtenir une solution, comme on l'a vu déjà dans les généralités des alcaloïdes. On va obtenir une solution organique d'alcaloïdes base. Alors, qui sont traités par de l'acide sulfurique, ça veut dire un sel. On va les transformer de leur état base à leur état sel et on aura une solution aqueuse acide de sulfate d'alcaloïdes. Alors, on procède à une neutralisation, hein, par du bicarbonate de sodium, puis refroidissement.
Alors, cette neutralisation, justement, va nous permettre la cristallisation du sulfate basique de quinine. Alors, on va avoir le sulfate basique de quinine sous forme de cristaux et on aura les homères. Alors, les homères, qu'est-ce qu'ils vont contenir? Ils vont contenir quand même une petite quantité de quinine qui n'a pas cristallisé, plus les autres alcaloïdes. Alors, les autres alcaloïdes, à leur tour, vont être traités par du tartrate alcalin. Et une fois qu'ils sont traités par le tartrate alcalin, on va obtenir un Alors, continuons. Alors, on va obtenir un précipité de tartrate, de quinine et de 5-conidine. Et on va obtenir également une solution de tartrate de quinidine et de 5-conine. Alors, je termine d'abord par le précipité de tartrate de quinine et de 5-conidine. Il va être traité par l'hydroxyde de sodium plus un solvant organique apolaire. On va avoir le précipité tout seul de 5-conidine cette fois-ci. Et dans la solution, qu'est-ce qui reste? Il reste la quinine qui n'a pas cristallisé. Alors, passons maintenant à la solution de tartrate de quinidine et de 5-conine. Elle va être traitée par de l'iodure de potassium. Alors, on va obtenir un précipité. Alors, dans ce précipité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la quinidine et dans la solution, on va obtenir de la 5-conine. Alors, cette 5-conine va être traitée par de l'ammoniac et on va obtenir un précipité de 5-conine. Et c'est comme ça qu'on fait l'extraction de tous les alcaloïdes de ce quinquina. Alors, j'espère que vous avez compris parce que ce n'est pas facile ni pour moi ni pour vous, je sais. Alors maintenant, passons aux essais. En ce qui concerne les essais, on a, comme d'habitude, les essais botaniques, les essais physico-chimiques. Alors, en ce qui concerne les essais botaniques, c'est l'examen morphologique et anatomique des écorces de quinquina. Alors, permettre de les distinguer de celles des rubéacées voisines, parce qu'il y a des quinquinas, il y a d'autres quinquinas, par exemple les quinquinas de Colombie. Alors, surtout, voilà, alors on recherche surtout les fibres libériennes sclérifiées à aspect caractéristique. Ça veut dire que c'est les fibres libériennes qui vont nous permettre justement, c'est l'élément caractéristique qui va nous permettre d'identifier nos quinquinas. En ce qui concerne les essais physico-chimiques, alors on a qualitatif et quantitatif. On va commencer par les essais qualitatifs. C'est les réactions de caractérisation. Alors, comme vous l'avez déjà vu, on a des réactions qui sont spécifiques et des réactions qui ne sont pas spécifiques et des réactions qui sont spécifiques. Alors, les réactions non spécifiques, c'est les réactions de précipitation avec les réactifs généraux des alcaloïdes qui vont juste nous donner l'information que c'est des alcaloïdes, mais ils ne vont pas nous donner le type d'alcaloïde. En ce qui concerne les alcaloïdes spécifiques, ils vont nous donner le type justement d'alcaloïde. Alors, ces réactions spécifiques, ils existent seulement pour la quinine et la quinidine. Ce sont les alcaloïdes qui sont méthoxylés. Ils sont négatifs avec la 5-conamine, la 5-conine et la 5-conidine. Ça veut dire qu'on n'a pas de réaction spécifique pour la 5-conine et la 5-conidine. Alors, Anna, la première réaction de caractérisation, c'est la fluorescence. Alors, les deux alcaloïdes en solution donnent avec les acides oxygénés une fluorescence bleue intense en lumière UV qui disparaît après addition d'acide chlorhydrique. Ça veut dire qu'en présence d'acide oxygéné, ces deux alcaloïdes méthoxylés, ils vont sous UV, ils vont donner une fluorescence bleue. Cette
fluorescence, rapidement, quand on ajoute de l'acide chlorhydrique, elle va disparaître. Alors, maintenant, deuxième caractérisation spécifique, c'est la réaction colorée dite à la thaliokinine. Alors, la kinine et la kinidine en solution toujours sulfurique, diluées, sont traitées par un oxydant, alors soit par de l'eau de brome ou l'eau de chlore, jusqu'à disparition de la fluorescence. Alors, l'addition de l'ammoniac, une fois qu'il n'y a plus de fluorescence, l'addition d'ammoniac au milieu fait apparaître une coloration vert émeraude qui est soluble dans le chloroforme, et c'est une réaction colorée spécifique justement à la kinine et la kinidine. La troisième réaction de coloration, c'est la réaction dite de l'érythrokinine. Alors, on opère comme précédemment, mais après addition d'eau de brome, on ajoute une solution saturée cette fois-ci de ferricyanure de potassium. Après alcalinisation par l'ammoniac, il se forme cette fois-ci une coloration rouge violacée soluble dans le chloroforme. Ça, en ce qui concerne les réactions de coloration. Troisièmement, pour la réaction spécifique, on a tout simplement par chromatographie sous couche mince par rapport à des témoins, et c'est la plus importante. Ça veut dire qu'on met l'extrait, ensuite on met les témoins qui sont les kinines, kinidine, synconine et synconidine, et on va révéler avec l'iodoplatinate. On peut révéler également avec le Dragendorf, mais ici, pour l'iodoplatinate, ça va nous donner c'est une spécificité, si vous voulez, pour les alcaloïdes quinoléiques. Mais on peut les révéler aussi également comme on l'a vu au cours, par le réactif de Dragendorf, et ça va nous donner des taches oranges. Par l'iodoplatinate, ça va nous donner des taches qui sont bleues, un petit peu foncées. Alors, je répète, pour la kinine-kinidine, ça existe des réactions spécifiques comme on a vu, fluorescence et réaction parce qu'ils sont méthoxylés, fluorescence et les réactions de coloration. Pour la synconine, synconidine, alors la seule solution de caractérisation, c'est les réactifs généraux pour dire que c'est des alcaloïdes et la CCM, tout simplement. Alors, on continue. Alors, passons maintenant aux essais quantitatifs. Les essais quantitatifs, c'est le dosage, si vous voulez, des alcaloïdes. Alors, tout simplement, avant le dosage des alcaloïdes, on fait le dosage des cendres totales. Et je pense, si vous vous rappelez, pourquoi les cendres totales, c'est pour vérifier les abus d'engrais, etc. Alors, on a aussi le dosage des alcaloïdes totaux. Alors, à partir des écorces de quinquina rouge, alors on utilise tout simplement la spectrophotométrie. C'est une mesure de l'absorbance à deux longueurs d'onde, à 316 et 348, correspondant au maximum d'absorption des deux groupes, kinine et kinidine, synconine et synconidine. Alors, d'une solution de chlorhydrate d'alcaloïdes totaux obtenue selon un protocole classique, ça veut dire à partir d'une extraction classique des alcaloïdes. On fait une extraction classique des alcaloïdes et on fait le dosage par spectrophotométrie et on recherche les deux longueurs d'onde. Alors, l'extraction, c'est ce que je décris dans le diapo suivant, c'est l'extraction de la poudre de la drogue c'est une extraction acide des alcaloïdes, alors par de l'HCl, par l'acide chlorhydrique. Ensuite, on obtient des alcaloïdes sel. Après une alcalinisation, on obtient les alcaloïdes bases. Ensuite, on fait une extraction par le chloroforme. Après évaporation, alors le résidu est repris par l'éthanol, puis avec de l'acide chlorhydrique sur une fois normale, et ensuite on mesure l'absorbance. Alors, le quinquina officinal contient au minimum 6,5% d'alcaloïdes totaux, dont 30 à 60% d'alcaloïdes de type kinine. Alors, on a aussi d'autres méthodes de dosage, alors telles que la protométrie, l'HPLC et la fluométrie. Alors, maintenant, passons à l'action pharmacologique. Alors, la kinine,
Elle a une action antimalarique. C'est un toxique cellulaire qui agit sur les protozoaires, spécialement sur le plasmodium. Hein. La quinine agit essentiellement sur les formes asexuées des plasmodiums. Hein, peut être utilisée à titre préventif ou curatif. L'action est rapide et n'entraîne aucune résistance des parasites. L'activité antimalarique serait liée, comme je l'ai dit tout à fait au départ, serait liée à la fonction alcool secondaire unissant le noyau quinoléique au noyau quinoléique. La réduction de l'OH secondaire supprime l'activité antimalarique, comme je l'ai expliqué tout à fait au départ en vous montrant la structure, que le OH secondaire, il est très important à l'activité. Une fois supprimé, on n'a plus d'activité antimalarique. Alors, autre action de la quinine, alors on a au niveau du système nerveux une faible propriété analgésique et antipyrétique, alors sur les fièvres d'origine paludienne. Alors, au niveau cardiaque, comme la quinidine, hein, on va le voir tout à l'heure, la quinidine, elle a un effet sur le cœur, mais à un degré moindre. Alors, elle diminue l'excitabilité, la conductibilité et la contractilité. Alors, pour la quinidine, vous allez voir tout à l'heure que son action sur le corps est plus importante. Alors, au niveau des fibres lisses, elle est stimulante, ocytocique, mais abortive qu'à très forte dose. Ça veut dire qu'il risque, il y a risque d'un avortement, hein, à forte dose pour les femmes enceintes, bien sûr. Alors, la quinine est un tonique amer à faible dose. Alors, concernant la quinidine, alors elle est produite essentiellement par hémisynthèse à partir de la quinine. Ça veut dire que on peut l'obtenir à partir, si la demande sur le marché pharmaceutique est importante, on peut faire son hémisynthèse à partir de la quinine. Alors, principalement, c'est un anti-arythmique, c'est un régulateur du rythme. C'est un antifébrillant intervenant directement au niveau des propriétés électrophysiologiques des cellules cardiaques. Comme je disais, c'est un antifébrillant intervenant directement au niveau des propriétés électrophysiologiques des cellules cardiaques, diminue l'excitabilité du myocarde, ralentit la repolarisation, déprime la contractilité et diminue la vitesse de conduction auriculaire et intraventriculaire. Alors, la quinidine, elle est aussi efficace sur le plasmodium, mais n'est pas utilisée comme antimalarique en raison de ses effets plus marqués sur la conduction cardiaque. Ça veut dire que elle est antimalarique, mais on ne peut pas l'utiliser, hein, parce qu'elle a une action sur le cœur qui est plus importante que la quinine. Alors, action de la drogue totale. Alors, à faible dose, la poudre de quinquina rouge est tonique, amère, astringente. Hein, astringente, c'est à cause de sa richesse en tanins. Et je pense que vous savez ce que ça veut dire astringente. C'est que ça resserre les tissus vivants. Alors, à dose plus forte, elle a surtout une action anti-malarique. Alors, l'intoxication, hein, à cause des quinquina, on l'appelle le synchonisme. Alors, apparaît pour des doses fortes en quinine, se traduit par un bourdonnement de l'oreille, vertige, parfois trouble de la vue, hypersensibilité, ça veut dire des réactions allergiques chez certains sujets. À dose plus forte, on observe des troubles rétiniens, de l'hypotension et finalement la convulsion. Alors, la mort peut survenir par fibrillation ventriculaire ou par collapsus. Alors, l'emploi, alors on va voir d'abord les préparations de formes galéniques. Hein. Alors, ils sont préparés à partir du quinquina rouge, c'est le quinquina officinal. Les formes galéniques sont utilisées comme tonique amère.
excitant des fonctions digestives et contre la grippe et les maladies infectieuses. Alors, on a des poudres de 2 à 5 grammes par jour. On a des extraits mous à queue de 2 à 6 grammes et une teinture une teinture au 1 cinquième, hein, 2 à 15 grammes. Et on a du vin de quinquina rouge. Alors, si vous remarquez, il y a des petites erreurs d'orthographe. Enfin, c'est des petites erreurs de frappe. Je suis désolée. Hein. C'est pas vigne, c'est le vin. De quinquina rouge de 15 à 30 grammes. Alors, en usage externe, la poudre est astringente, comme je l'ai dit, à cause de la richesse des quinquina en tannin, antiseptique contre les ulcères, les escarres, dont les démangeaisons et desquamations du cuir chevelu avec pellicule. Alors, l'extraction, cette fois-ci, des alcaloïdes, ça veut dire c'est l'emploi des alcaloïdes purs, hein, quinine et quinidine. Alors, c'est à partir, on l'extrait à partir de quinquina jaune et quinquina legeriana et les hybrides. Hein, c'est surtout les quinquina qui sont riches, bien sûr, en quinidine. Alors, la quinine sous forme de sel officino, hein, on l'utilise sous forme de sulfate basique et de chlorhydrate. Alors, elle est utilisée pour le traitement de l'accès palustre, proposé aussi en prophylaxie en cas de résistance aux autres antipaludiques. Alors, la posologie pour l'adulte, alors, quand c'est curatif, hein, c'est 1,5 à 2 grammes par 24 heures en 3 prises pendant au moins 3 jours, 5 à 6 jours en moyenne. Alors, en prophylaxie, les doses dépassent rarement les 0,5 grammes par jour. Alors, en cas de vomissement, d'accès grave ou pernicieux, la voie parentérale est préconisée. Hein. Ça veut dire qu'on passe, au lieu de que ça soit oral, on passe à la voie parentérale. Alors, les spécialités, on a plusieurs spécialités. On a Surquina, hein, 250 mg en comprimé. On a Surquina. Alors, continuons. On a des spécialités. On a également Kinemax en comprimé et quinine sulfate en comprimé. Alors, passons à la diapo suivante. Alors, les contre-indications, justement, c'est les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire à dose élevée. Elles provoquent des troubles neurosensoriels, des bourdonnements d'oreilles, troubles de la vision, des troubles de la conduction intraventriculaire et auriculo-ventriculaire et des manifestations digestives. Il y a un risque d'hypoglycémie lors de l'administration par intraveineuse. Alors, elle ne doit pas être administrée à l'astémisol. C'est quoi cet astémisol? C'est tout simplement, c'est un antihistaminique qui a comme effet secondaire comme effet, pardon. Alors, je continue. Je dis, elle ne doit pas être associée à l'astémisol, alors qui est un antihistaminique et qui a comme effet secondaire euh, justement un effet sur le cœur. Voilà. Dans ce cas-là, ça va encore aggraver, hein, les problèmes du rythme cardiaque en plus de la kiné. Voilà. Je continue. Alors, les traitements symptomatiques des affections, je pense qu'il y a un problème. Oui, voilà.
Alors, les autres utilisations de la quinine, on a les troubles fonctionnels de l'érythmisme cardiaque, les palpitations, angoisse en association avec la papavérine. Alors, le phénobarbital et des extraits d'eau-pépine. On a comme spécialité, c'est l'ochimus. Alors, elle est aussi utilisée dans les scléroses des hémorroïdes, traitement des fissures anales. Alors, c'est une spécialité qui s'appelle Cunerea. C'est le chlorhydrate de quinine et de l'urée en solution injectable. Elle est utilisée également dans les traitements d'appoint de crampes musculaires en association avec la thiamine. Et on a une spécialité qui s'appelle l'hexaquine. Alors, passons maintenant à la quinidine. Alors, sous forme de sel à dose de 0,5 à 1 g par 24 heures. Elle est prescrite pour maintenir le rythme sinusal après fibrillation auriculaire, alors d'un flûteur et dans la tachycardie ventriculaire, surtout en traitement préventif. Alors, ces contre-indications, c'est la torsade de pointe, le bloc auriculo-ventriculaire, l'insuffisance cardiaque non compensée et l'hypersensibilité, bien sûr, aux alcaloïdes. Alors, je pense, voilà, avec ça, avec la quinidine, alors on termine le cours. Je sais que j'étais pas vraiment très efficace à cause de ces coupures. Je suis vraiment désolée. Je suis pas contente de moi, je vous le cache pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez me faire envoyer un petit message disant que qu'il n'y a pas de questions. J'attends toujours vos questions. Alors, je patiente encore. Ah, voilà. On se base sur quoi, madame? Il y a beaucoup de détails. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de détails quand même. Ce qui est alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Bon, à chaque fois, je vous dis que les détails, surtout botaniques de la plante, on ne les demande pas pour vraiment, c'est juste pour un petit rappel pour vous. Hein. Euh, euh, alors, il y a une question qui m'a été posée. Il y a beaucoup de détails. Alors, je ne sais pas, Anna, il faut vraiment se baser. Alors, j'ai dit tout ce qui est les descriptions de la plante, c'est à lire. Hein. C'est surtout la drogue qui est intéressante. Euh, la composition, bien sûr, chimique, bon, pour ne pas à retenir tout ce qui est secondaire, hein, surtout ce qui est principal, c'est les alcaloïdes. Vous avez quatre alcaloïdes, il n'y a rien, quatre alcaloïdes, quinine,